Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Le 8 octobre 2024, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, a annoncé le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale après 2030. L'occasion pour nous de voir les dernières évolutions du Rafale et surtout de nous intéresser à ce futur drone qui volera avec le Rafale pendant les combats. Encore des déboires chez Boeing. Le 26 septembre dernier, le NTSB a émis des recommandations de sécurité urgentes à la société Boeing et à la FAA en réponse au risque d'un système de contrôle de gouvernail bloqué ou restreint sur certains avions Boeing 737. Aura Aero et le groupe EDF ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'entrée d'EDF au travers de sa filiale Safidi au capital d'Aura Aero. L'entrée d'EDF au capital confirme le potentiel de la feuille de route de l'avionneur toulousain. Je vous souhaite un excellent épisode. Le 8 octobre 2024, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, a annoncé le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale aux alentours de 2030. L'occasion pour nous d'y voir un petit peu plus clair sur les différents standards et donc l'historique du Rafale. Pour rappel, le premier vol du Rafale a été réalisé le 4 juillet 1986. Le Rafale a été conçu pour évoluer par standards successifs afin d'adapter les dernières technologies aux besoins des utilisateurs. Autrement dit, le Rafale a été conçu pour être une plateforme évolutive. L'idée est simple, éviter de changer d'avion trop souvent pour accueillir les dernières et les nouvelles technologies. Le développement des capacités opérationnelles se fait par incréments mis en service sous forme de standards successifs. Le standard F1 ne comportait ainsi que des fonctions RR. Il est entré en service en 2004 sur le Rafale Marine qui ont participé à l'opération Enduring Freedom à partir du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Le standard F2 est entré en service dans l'armée de l'air et dans la marine nationale en 2006. C'est lui qui a fait du Rafale un véritable avion omnirôle en lui conférant des capacités à la fois RR et Air-Sol. Le standard F3 a été réceptionné quant à lui en 2008 et il autorise la mise en œuvre de la fonction reconnaissance à l'aide de la nacelle Aeros, de la capacité anti-navire avec le missile AM-39 Exocet sur les trois variantes B, C et M, et de la capacité de frappe nucléaire avec le missile ASMP-A. La livraison du premier Rafale standard F3 a eu lieu mi-2008 au CEAM, le centre d'expertise aérienne militaire à Mont-de-Marsan, conformément au calendrier contractuel. En mars 2023, le standard F4.1 a été qualifié par la DGA. Il englobe ainsi toute une série de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux équipements. Tout d'abord, un nouveau système de recherche et de suivi par infrarouge permettant au Rafale de repérer ses cibles grâce à leur signature thermique de jour comme de nuit et surtout de pouvoir détecter des avions à faible signature électromagnétique, autrement dit de pouvoir détecter des appareils furtifs. Deuxième amélioration du standard F4.1, les modes de cartographie radar à très haute définition et longue distance, Kinetic Aperture Radar SAR, ainsi qu'un mode de recherche et de poursuite de cibles mobiles, Ground Mobile Target Indication and Tracking, GMTIT. Ces évolutions renforcent les capacités de détection et de poursuite des objectifs terrestres par tout temps. Troisième amélioration du standard F4.1, l'implémentation de nouveaux modes collaboratifs pour accroître les capacités de détection, de poursuite et de tir, augmentant encore la létalité du chasseur. Quatrième implémentation, le viseur de casque Thales Scorpion pour accélérer la désignation et l'acquisition de cibles. Et nouveaux écrans latéraux de plus grande dimension et de meilleure résolution dans le cockpit. Enfin, concernant l'AASM, c'est désormais la version 1000 kg qui conserve la modularité de la version 250 kg via différents kits de guidage associés à plusieurs types de corps de bombes. L'AASM, armement air-sol modulaire, est une munition air-sol intelligente conçue pour équiper une grande variété d'avions de combat, notamment le Rafale. Elle offre une précision remarquable et une grande polyvalence permettant de neutraliser une large gamme de cibles terrestres avec une grande efficacité. Le déploiement du standard F4 va se poursuivre et de nouvelles fonctionnalités feront leur apparition au cours des décennies, notamment le missile RR Mika NG de nouvelle génération, des améliorations majeures dans le domaine de la connectivité avec un serveur de communication, une liaison satellitaire et de nouveaux radiologiciels de la famille Contact, communication numérique tactique et de théâtre. De nouveaux brouilleurs de technologie entièrement numérique pour le système d'autoprotection de guerre électronique Spectra. Enfin, de nouveaux développements sont déjà en cours pour doter le Rafale de nouvelles capacités à l'horizon de la prochaine décennie. Ces développements doivent notamment permettre d'assurer l'engagement des menaces émergentes et d'améliorer la survivabilité du Rafale grâce à de nouveaux modes discrets et un système de guerre électronique à la pointe du progrès. L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle toujours plus puissants viendra assister davantage le pilote dans la gestion
gestion de la bulle de combat collaborative dans des missions de plus en plus complexes face à des menaces toujours plus insaisissables. Mais revenons à l'annonce du ministre qui concerne le standard F5, c'est-à-dire la prochaine version du Rafale à l'horizon 2030. Le Rafale F5 représente la dernière évolution de l'avion de combat multirôle français. Il marque une avancée significative dans le domaine de l'aviation militaire en intégrant les dernières technologies et en ouvrant la voie à de nouvelles formes de combat. Les futurs champs de bataille seront caractérisés par une plus grande complexité et une multiplication des menaces. Le Rafale F5, grâce à ses capacités de combat collaboratif et à sa connectivité renforcée, sera mieux préparé à faire face à ces défis. En intégrant les dernières technologies, le standard F5 permettra à la France de conserver son avance dans le domaine de l'aviation militaire. Et surtout, cette dernière version permettra de moderniser le Rafale et de prolonger sa durée de vie opérationnelle, garantissant ainsi la souveraineté aérienne de la France pour les décennies à venir. Le standard F5 du Rafale représente donc une évolution majeure dans les capacités de cet avion de combat multirôle. Voici les points d'amélioration du futur standard F5. Premier point, le combat collaboratif qui représente une évolution majeure dans la manière de mener les opérations militaires. Il s'agit d'une approche qui met l'accent sur la coopération entre différents éléments de systèmes de combat, qu'il s'agisse de soldats, de véhicules, de drones ou d'avions, afin d'optimiser l'efficacité et la réactivité. Le Rafale F5 est conçu pour travailler en étroite collaboration avec d'autres plateformes, notamment les drones, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le deuxième point d'amélioration, c'est une plateforme de partage d'informations. Le Rafale pourra collecter des données provenant de diverses sources, drones, capteurs au sol, satellites, et les partager avec d'autres acteurs de la coalition. Le Rafale pourra aussi coordonner des attaques combinées avec des drones, maximisant ainsi l'effet de surprise et la précision des frappes. Il sera doté d'une connectivité renforcée. Le F5 bénéficiera donc d'une connectivité améliorée, lui permettant de partager les données en temps réel avec les autres systèmes, tels que les centres de commandement et les autres avions. Cela facilitera la prise de décision et la coordination des opérations. Autre point, le Rafale F5 sera compatible avec une nouvelle génération d'armement, offrant ainsi une plus grande polyvalence et une meilleure capacité à neutraliser les menaces. Enfin, côté maintenance, des améliorations seront apportées à la maintenance du F5, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la disponibilité des avions. Mais revenons à l'annonce du ministre concernant le lancement et du développement de ce drone de combat qui sera donc couplé avec le Rafale. Ce drone sera complémentaire du Rafale et adapté au combat collaboratif. Il incorporera des technologies de furtivité, de contrôle autonome avec l'humain dans la boucle, d'emport en soute. Il sera doté d'une grande polyvalence et conçu pour pouvoir évoluer en fonction des menaces futures. Le Rafale pourra commander, coordonner et recevoir des informations de ces drones, créant ainsi un réseau de combat plus efficace et plus résilient. Le Rafale pourra gérer et coordonner les actions d'un essaim de drones, leur attribuant des tâches et les redirigeant en fonction de l'évolution de la situation. Ce drone de combat furtif, concomitamment au Rafale F5, contribuera à la supériorité technologique et opérationnelle des ailes françaises à partir de 2033. Il bénéficiera des acquis du programme Neuron, le premier démonstrateur technologique européen de drones de combat furtif. Initié en 2003, le programme Neuron a réuni les ressources aéronautiques de 6 pays européens sous la maîtrise d'œuvre de Dassault Aviation. Le premier vol a eu lieu en décembre 2012. Plus de 170 vols d'essai ont été effectués à ce jour et le programme Neuron a tenu toutes ses promesses en termes de performance, de délai et de budget. Le couple Rafale F5 et drone de combat avec leurs évolutions futures doit assurer à la France, comme le Mirage 4 en son temps, son indépendance et sa supériorité capacitaire pour les prochaines décennies. Le premier vol du Rafale a eu lieu en 1986, il y a donc presque 40 ans, et pourtant cette plateforme reste, grâce à ses standards successifs, à la pointe de la technologie. La France continue de miser sur cet appareil avec le standard F5 qui, avec ses drones, nous plonge dans le futur du combat aérien. Nous avons donc hâte de voir un vol en formation d'un Rafale avec ce futur drone. Encore une fois, nous allons traiter d'un nouveau problème qui arrive de chez Boeing sur le 737. Le 26 septembre dernier, le NTSB a émis des recommandations de sécurité urgentes à la société Boeing et à la FAA en réponse au risque d'un système de contrôle de gouvernail bloqué ou restreint sur certains avions 737. Le NTSB enquête sur un incident survenu le 6 février 2024 au cours duquel les pédales du gouvernail de direction d'un Boeing 737-8 de United Airlines, une variante du MAX,
sont restés bloqués en position neutre lors de l'atterrissage à l'aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey. Le gouvernail de direction permet de contrôler la direction de l'appareil en agissant sur son axe vertical, c'est-à-dire en le faisant tourner vers la gauche ou vers la droite. Des pédales permettent au pilote d'actionner ce gouvernail. Il est à noter que ce gouvernail est relié à la roulette avant du train d'atterrissage qui permet de guider l'avion au sol. Lorsque l'avion est au sol, le pilote peut actionner la roue avec les pédales et à ce moment-là, la gouverne de direction sera actionnée en même temps que la roulette de nez. Lorsque la vitesse est contrôlée, un petit volant permet au pilote de contrôler juste la roulette de nez. Le commandant de bord a utilisé le volant de direction du train avant pour contrôler la direction de l'avion après l'atterrissage. L'avion n'a subi aucun dommage ni blessé sur les 155 passagers et les 6 membres d'équipage. Un rapport préliminaire détaillant les circonstances de l'événement a été publié le 12 mars. Les enquêteurs du NTSB ont testé l'un des composants des commandes de la gouverne de direction de l'avion accidenté, un actionneur de guidage de roulage chez le fabricant du composant Collins Aerospace. Lorsque l'actionneur accidenté et une unité identique d'un autre avion ont été testés dans un environnement froid, le fonctionnement des actionneurs a été considérablement compromis. Les enquêteurs ont retrouvé des traces d'humidité dans les 2 actionneurs qui ont échoué au test. Collins Aerospace a ensuite déterminé qu'un roulement scellé avait été mal assemblé lors de la production des actionneurs, ce qui a rendu le côté non scellé plus sensible à l'humidité qui peut geler et limiter les mouvements du système de gouvernail. Collins a informé Boeing que plus de 353 actionneurs que Collins avait livrés à Boeing depuis février 2017 étaient concernés par cette condition. L'actionneur de guidage de roulage de la gouverne de direction installé dans la queue de certains avions Boeing 737 NG et 737 MAX est conçu pour contrôler le mouvement de la gouverne de direction pendant les opérations d'approche, d'atterrissage et de roulage de catégorie 3B. Bien qu'il ne soit pas utilisé lors d'atterrissage de non-précision, l'actionneur reste mécaniquement engagé avec le système de gouverne de direction. Le manuel de vol du Boeing 737 demande aux pilotes confrontés à un gouvernail de direction bloqué ou restreint de maîtriser le système bloqué ou restreint en utilisant une force maximale, y compris un effort combiné des 2 pilotes. Le NTSB a exprimé son inquiétude quant au fait que cette quantité de force appliquée pendant l'atterrissage ou le roulage pourrait entraîner une forte sollicitation des pédales de gouvernail de direction et une déflexion soudaine, importante et indésirable du gouvernail de direction qui pourrait provoquer involontairement une perte de contrôle ou une sortie de piste. Le NTSB a recommandé à Boeing de déterminer les réactions appropriées de l'équipage de conduite en plus d'appliquer une force maximale sur les pédales dans de telles situations en vol ou pendant l'atterrissage. Le NTSB a également recommandé à Boeing d'avertir les équipages de conduite des 737 équipés d'actionneurs concernés que le système de commande de la gouverne de direction peut se bloquer en raison de l'humidité qui s'est accumulée à l'intérieur des actionneurs et qui ont gelé. En outre, le NTSB a recommandé à la FAA de déterminer si les actionneurs avec des roulements mal assemblés doivent être retirés des avions et si tel est le cas, d'ordonner aux opérateurs américains de le faire jusqu'à ce que des pièces de rechange soient disponibles. Le NTSB a également recommandé que si la FAA détermine que les actionneurs concernés doivent être retirés, elle en informe les régulateurs de l'aviation dans d'autres pays qui supervisent l'opération d'avions 737 et les encourage à exiger le retrait des actionneurs concernés jusqu'à ce que des remplacements soient disponibles. L'enquête est en cours, des mises à jour supplémentaires pourront être publiées si les circonstances le justifient. C'est donc encore un autre problème technique qui met encore une fois Boeing en lumière et c'est donc une affaire à suivre. Aura Aero et le groupe EDF ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'entrée d'EDF au travers de sa filiale Safili au capital d'Aura Aero. Le groupe EDF accompagne l'avionneur à la fois sur les sujets liés à l'électrification de l'aviation et au développement des infrastructures associées. L'entrée d'EDF au capital d'Aura Aero via sa filiale Safili, financeur de projets de développement et de décarbonation territoriaux, confirme le potentiel de la feuille de route de l'avionneur et lui permet de maintenir sa souveraineté européenne. Cette prise de participation vient compléter les levées de fonds engagées par ailleurs par le constructeur, lui permettant de poursuivre le développement du programme ERA. En parallèle, Aura Aero reçoit aussi le concours financier de plusieurs institutions, d'une part celui de l'Union européenne pour le programme EIC Accelerator et d'autre part celui de France 2030 dans le cadre de la validation de son projet d'Aura Factory, labellisé Première Usine. Créée il y a 6 ans, Aura Aero dispose déjà des agréments européens de concepteurs et de constructeurs d'aéronefs. Elle conçoit et assemble sur son site de l'aéroport de Toulouse-Francazal les appareils intégral des avions biplaces de formation à capacité de voltige, ainsi que son avion hybride électrique de 19 places ERA, destiné à répondre au marché du transport régional. Alors que ces premiers appareils Intégral R et S achèvent leur campagne d'essai en vol, préalable indispensable à la certification qui précède les premières livraisons, la version électrique de l'appareil, l'Intégral E,
poursuit ses essais. Integral compte déjà de nombreuses commandes dans ces 3 versions, dont cette dernière à émission zéro carbone, très attendue par les académies de pilotage. Conformément à sa feuille de route, le développement du programme Hera suit quant à lui son cours. Les premières pièces destinées à son avion d'essai devant voler dès la fin 2026 sont en cours d'usinage. 570 exemplaires d'Hera font déjà l'objet de lettres d'intention d'achat de la part de 12 compagnies aériennes, dont plus de la moitié hors d'Europe. Aura Aero apporte ainsi avant 2030 une réponse immédiate à la décarbonation progressive du transport régional. Nous continuerons de suivre cette aventure sur la chaîne. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.